quelques-uns depuis une semaine ou deux qui m'ont posé un certain nombre de questions, fait un certain nombre d'objections par voie orale ou écrite. Bon, j'aimerais bien discuter un peu de tout ça avec vous. Encore une fois, c'est difficile dans cet espace, ce climat. Bon, je voudrais vous dire que de toute façon, si vous avez des questions orales à me poser, vous pouvez le faire, non pas tellement dans cette salle même, parce que je crois que ça ne serait pas très utile, mais après le cours, là je reste en général jusque vers midi, et vous pouvez venir me voir dans mon bureau, un ou plusieurs, pour me poser des questions. Bon, il y en a une à laquelle je voudrais tout de même un tout petit peu répondre, d'abord parce qu'elle m'a été posée plusieurs fois, ensuite parce que j'avais cru pouvoir y répondre par avance, et il faut voir que mes explications n'étaient pas suffisamment claires. On m'a dit, oui, tout ça c'est très gentil, mais enfin, qu'est-ce que ça signifie de faire démarrer le racisme au XVIe ou au XVIIe siècle, de ne rattacher le racisme qu'au problème de la souveraineté et de l'État, alors qu'après tout, le racisme religieux, le racisme antisémite en particulier, existait, on le sait bien, depuis le fond du Moyen-Âge. Alors là, je voudrais revenir sur ce que je n'ai donc pas expliqué suffisamment clairement. Il ne s'agit pas pour moi ici de faire pour l'instant une histoire du racisme au sens général et traditionnel du terme. Je ne veux pas faire l'histoire de, si vous voulez, ce qu'a pu être en Occident la conscience d'appartenir à une race. Je ne veux pas faire l'histoire des rites et mécanismes par lesquels on a tenté de exclure, disqualifier, détruire physiquement une race. Le problème que j'ai voulu poser est autre. C'est un problème qui ne concerne pas le racisme ni le problème des races en première instance. Pour moi, il s'agit toujours d'essayer de voir comment est apparue en Occident une certaine analyse critique, historique et politique de l'État, de ses institutions et de ses mécanismes de pouvoir. Cette analyse critique, politique et historique, c'est une analyse qui se fait en termes binaires, c'est-à-dire le corps social n'est pas composé d'une pyramide d'ordre ou d'une hiérarchie, ne constitue pas un organisme cohérent et unitaire, il est composé de deux ensembles parfaitement distincts, non seulement parfaitement distincts, mais opposés, et ce rapport d'opposition qui existe entre ces deux ensembles qui constituent le corps social et qui travaillent l'État, ce rapport d'opposition est en fait un rapport de guerre. C'est un rapport de guerre permanente, l'État n'étant pas autre chose que la manière même dont cette guerre continue à se mener sous des formes apparemment pacifiques entre les deux ensembles en question. Et je vais montrer à partir de là comment une analyse de ce type s'articule évidemment sur à la fois un espoir, un impératif et une politique de révolte ou de révolution. Bon, c'est ça le fond de mon problème, et ce n'est pas le racisme. Or, ce qui me paraît historiquement assez justifié, enfin, ce que je peux montrer, c'est que cette forme, donc, d'analyse des rapports de pouvoir comme rapport de guerre entre deux races à l'intérieur de la société, eh bien, cette analyse, donc politique, qui n'interfère pas, du moins en première instance, avec les problèmes religieux, cette analyse, vous la trouvez effectivement formulée, en train de se formuler à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Autrement dit, si vous voulez, le partage, la perception de la guerre des races anticipe sur les notions, si vous voulez, de lutte sociale ou de lutte de classe, mais elle ne s'identifie pas du tout à un racisme de type, si vous voulez, religieux. Je n'ai pas parlé de l'antisémitisme, c'est vrai, je voulais un peu le faire la dernière fois quand j'ai fait une sorte de survol de ce thème de la lutte des races. Je voulais le faire, je n'ai pas eu le temps. Je crois que ce qu'on peut dire, mais ça j'y reviendrai plus tard, c'est ceci, c'est que l'antisémitisme, en effet, comme attitude religieuse et raciale, n'est pas intervenu d'une façon suffisamment directe pour que je crois on puisse le prendre en compte
dans l'histoire que je vais vous faire avant le XIXe siècle. Et c'est au XIXe siècle, à partir donc du moment où s'est constitué un racisme d'État, que là, le vieil antisémitisme de type, si vous voulez, religieux, ce vieil antisémitisme a été réutilisé dans un racisme d'État au moment où il a été question pour l'État d'apparaître, de fonctionner, de se donner pour ceux qui assurent l'intégrité et la pureté de la race contre la race ou les races qui l'infiltrent, introduisent dans son corps des éléments nocifs et qu'il faut par conséquent chasser pour des raisons qui sont à la fois d'ordre, si vous voulez, politique et biologique. Et c'est à ce moment-là que l'antisémitisme s'est développé, reprenant en quelque sorte, utilisant, puisant dans la vieille force de l'antisémitisme toute une énergie et toute une mythologie qui n'avait pas été jusque-là utilisée dans l'analyse politique de la guerre de la guerre sociale. On a réutilisé cette vieille forme de l'antisémitisme. Les Juifs sont apparus à ce moment-là, ont été décrits à la fois comme la race présente au milieu de toutes les races et dont le caractère biologiquement dangereux appelle de la part de l'État un certain nombre de mécanismes de refus et d'exclusion. C'est donc une réutilisation d'un antisémitisme qui avait, je crois, d'autres raisons. C'est la réutilisation de cet antisémitisme dans le racisme d'État qui a provoqué les phénomènes du XIXe siècle qui, finalement, en effet, finissent par faire superposer les vieux mécanismes de l'antisémitisme avec cette analyse critique et politique de la lutte des races à l'intérieur d'une société. Bon, enfin, tout ça, j'y reviendrai plus tard, mais voilà pourquoi je n'ai pas posé ni le problème du racisme religieux et de l'antisémitisme au Moyen-Âge, et pourquoi j'essaierai d'en parler, en revanche, à la fin du XIXe siècle. Bon, encore une fois, je suis prêt à répondre à des questions plus précises, si vous voulez. Alors maintenant, aujourd'hui, je voudrais essayer de voir comment donc la guerre a commencé à apparaître comme analyseur des rapports de pouvoir, et ceci à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle. Il y a bien entendu un nom qu'on rencontre aussitôt, c'est celui de Hobbes. Hobbes qui apparaît bien, au premier regard, comme celui qui a placé le rapport de guerre au fondement et au principe des relations de pouvoir. Au fond de l'ordre, derrière la paix, au-dessous de la loi, à la naissance du grand automate qui constitue l'État, le souverain, le Léviathan. Il y a non seulement pour Hobbes la guerre, mais la guerre la plus générale de toutes les guerres, celle qui se déploie dans tous les instants et dans toutes les dimensions, la guerre de tous contre tous. Et cette guerre de tous contre tous, Hobbes ne la place pas simplement à la naissance de l'État, au matin réel ou fictif du Léviathan, mais cette guerre, il la suit, il la voit menacée et sourde après même la constitution de l'État, dans ses interstices, à la limite ou aux frontières de l'État. Vous vous souvenez les trois exemples de guerre permanente fictive. Premièrement, dit-il, lorsque même dans un État civilisé, un voyageur quitte son domicile, il n'oublie jamais de fermer avec soin la clé de la porte, la serrure de la porte, car il sait bien qu'il y a une guerre permanente qui se mène entre les voleurs et les volés. Autre exemple qu'il cite, dans les forêts d'Amérique, on trouve encore des peuplades dont le régime est celui de la guerre de tous contre tous, et de toute façon, dans nos États d'Europe, quels sont donc les rapports entre un État et un autre, sinon celui d'un homme, de deux hommes qui sont debout l'un en face de l'autre, l'épée tirée et les yeux braqués l'un sur l'autre. De toute façon, donc, après même la constitution des États, la guerre menace, la guerre est là. Alors, problème, premièrement, qu'est-ce que c'est que cette guerre? Cette guerre préalable à l'État, cette guerre que l'État est destiné en principe à faire cesser, cette guerre que l'État repousse
dans sa préhistoire, dans la sauvagerie, à ses frontières extérieures, et qui pourtant est là. Et deuxièmement, comment cette guerre engendre-t-elle l'État? Quel est l'effet sur la constitution de l'État de ce fait que c'est la guerre qui l'engendre? Quel est le stigmate de la guerre sur le corps de l'État une fois qu'il est constitué? Voilà les deux questions que je voudrais un petit peu regarder. Premièrement, quelle est cette guerre? La guerre que Hobbes décrit avant même la constitution de l'État et au principe de cette constitution, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la guerre des forts contre les faibles, des violents contre les timides, des courageux contre les lâches, des grands contre les petits, des sauvages arrogants contre les bergers timides? Est-ce que c'est une guerre qui est articulée sur des différences naturelles immédiates? Vous savez que ce n'est pas du tout le cas chez Hobbes. La guerre primitive, la guerre de tous contre tous, c'est une guerre d'égalité, une guerre née de l'égalité et se déroulant dans l'élément de cette égalité. La guerre, c'est l'effet immédiat d'une non-différence, ou en tout cas de différence insuffisante. En effet, s'il y avait des grandes différences, si effectivement entre les hommes, il y avait des écarts qui se voient, qui se manifestent, qui sont très clairement irréversibles, il est bien évident que la guerre se trouverait par là même bloquée immédiatement. En effet, s'il y avait différences naturelles marquées, visibles, massives, de deux choses l'une, où il y aurait effectivement affrontement entre le fort et le faible, et cet affrontement se solderait, cet affrontement réel, cette guerre réelle, se solderait aussitôt par la victoire du fort sur le faible, victoire qui serait définitive à cause même de la force du fort. Ou bien il n'y aurait pas affrontement réel, ce qui veut dire tout simplement que le faible, sachant, percevant, constatant sa propre faiblesse, renoncerait avant même l'affrontement. De sorte que, dit Hobbes, s'il y avait des différences naturelles marquées, il n'y aurait pas de guerre, car où le rapport de force serait fixé d'entrée de jeu par une guerre initiale qui exclurait qu'elle continue, ou bien au contraire, il resterait virtuel, ce rapport de force, par la timidité même des faibles. Donc, s'il y avait différence, il n'y aurait pas guerre, la différence pacifie. En revanche, dans l'état de non-différence, ou de différence insuffisante, dans cet état où on peut dire, si vous voulez, qu'il y a des différences mais rampantes, fuyantes, minuscules, instables, des différences sans ordre et sans distinction, dans cette anarchie des petites différences qui caractérisent l'état de nature, qu'est-ce qui se passe? Même celui qui est un petit peu plus faible que les autres, qu'un autre, eh bien même celui-là, il est tout de même suffisamment proche du plus fort pour se percevoir assez fort pour n'avoir pas assez vite. Donc, le faible ne renonce jamais. Quant au fort, même s'il est, enfin le fort qui est tout simplement un tout petit peu plus fort que les autres, eh bien ce fort n'est jamais assez fort pour n'être pas inquiet et par conséquent pour n'avoir pas à se tenir sur ses gardes. L'indifférenciation naturelle crée donc des incertitudes, des risques, des hasards et par conséquent la volonté de part et d'autre de s'affronter. C'est l'aléatoire dans le rapport primitif de force qui crée cet état de guerre. Bon, mais cet état de guerre, qu'est-ce qu'il est exactement? Bon, même le fait sait, ou croit en tout cas, qu'il n'est pas loin d'être aussi fort que son voisin. Donc il ne va pas renoncer à la guerre. Mais le plus fort, enfin celui qui est un petit peu plus fort que les autres, il sait que, malgré tout, il peut être plus faible que l'autre, surtout si l'autre utilise la ruse, la surprise, l'alliance, etc. Donc, l'un ne va pas renoncer à la guerre, mais l'autre, le plus fort, va chercher, malgré tout, à l'éviter. Or, celui qui veut éviter la guerre, il ne va l'éviter qu'à une condition, c'est qu'il montre qu'il est prêt à faire la guerre. S'il montre qu'il n'est pas prêt à renoncer à la guerre, et il montrera qu'il n'est pas prêt à renoncer à la guerre en faisant quoi? Eh bien, de telle manière que l'autre, qui est sur le point de faire la guerre, va être pris de doute sur sa propre force
et par conséquent, il renoncera. Et il y renoncera, cet autre, il y renoncera simplement dans la mesure où il sait que le premier, lui, n'est pas prêt à y renoncer. Bref, dans ce type de relation qui s'enclenche à partir de ces différences rampantes et de ces affrontements aléatoires dont l'issue n'est pas connue, eh bien, ce rapport de force, il est fait de quoi? Il est fait du jeu entre trois séries d'éléments. Premièrement, des représentations calculées. Je me représente la force de l'autre, je me représente que l'autre se représente ma force, etc. Donc, représentation calculée. Deuxièmement, des manifestations emphatiques et marquées de volonté. On fait apparaître qu'on veut la guerre. On montre qu'on ne renonce pas à la guerre. Enfin, troisièmement, on utilise des tactiques d'intimidation entrecroisées. Je redoute tellement de faire la guerre que je ne serai tranquille que si tu redoutes la guerre au moins autant que moi, et même dans la mesure du possible un peu plus. Ce qui veut dire au total que cet état que Hobbes décrit, ce n'est pas du tout un état naturel et brutal dans lequel les forces viendraient s'affronter directement. On n'est pas dans l'ordre des rapports directs de forces réelles. Ceux qui se rencontrent, ceux qui s'affrontent, ceux qui s'entrecroisent dans l'état de guerre primitif de Hobbes, eh bien, ce ne sont pas des armes, ce ne sont pas les poings, ce ne sont pas des forces sauvages et déchaînées. Il n'y a pas de bataille dans la guerre primitive de Hobbes. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cadavres. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des représentations, il y a des manifestations, il y a des signes, il y a des expressions emphatiques, rusées, mensongères, etc. Il y a des leurres, il y a des volontés qui sont travesties en leur contraire, des inquiétudes qui sont camouflées en certitudes, etc. On est sur le théâtre des représentations échangées, on est dans un rapport de peur qui est un rapport temporellement indéfini, on n'est pas réellement dans la guerre. Ceci veut dire finalement que l'état de sauvagerie bestiale, où les individus vivants se dévoreraient les uns les autres, ne peut en aucun cas apparaître comme la caractérisation première de l'état de guerre selon Hobbes. Ce qui caractérise l'état de guerre, c'est une sorte de diplomatie infinie, de rivalité qui sont naturellement égalitaires. On n'est pas dans la guerre, on est dans ce que Hobbes appelle précisément l'état de guerre. Et il y a un texte où il dit: la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille et les combats effectifs, mais dans un espace de temps, c'est l'état, dans un espace de temps où la volonté de s'affronter en des batailles est suffisamment avérée. Espace de temps désignant donc l'état et non pas la bataille, où ce qui est en jeu, ce ne sont pas les forces elles-mêmes, mais la volonté, une volonté qui est avérée et suffisamment avérée, c'est-à-dire qu'il y a un système de représentation et de manifestation qui est opérant dans ce champ de la diplomatie primaire. Donc, on voit bien pourquoi et comment cet état, qui n'est donc pas la bataille, qui n'est donc pas l'affrontement direct des forces, mais un certain état et jeu des représentations les unes contre les autres, il ne s'agit pas là d'un stade que l'homme abandonnerait définitivement le jour où l'état naîtrait, mais il s'agit en fait d'une sorte de fond permanent qui ne peut pas ne pas fonctionner avec ses ruses élaborées, avec ses calculs mêlés, dès que quelque chose ne donne pas la sécurité, ne fixe pas la différence et ne place pas la force, enfin, d'un certain côté. Donc, il n'y a pas de guerre au départ. Il n'y a pas de guerre au départ. Mais comment cet état, qui n'est donc pas la guerre, mais le jeu des représentations par lesquelles justement on ne fait pas la guerre, comment cet état avec un « et » minuscule, va-t-il engendrer l'état avec un « et » majuscule, le Léviathan, la souterraine? Bon, cette seconde question, Hobbes y répond
en distinguant, vous le savez peut-être, deux catégories de souveraineté. La souveraineté d'institution et la souveraineté d'acquisition. La souveraineté d'institution, on en parle beaucoup, c'est en général à celle-là qu'on réduit ou ramène l'analyse de Hobbes. En fait, les choses sont donc plus compliquées. Vous avez une république d'institution et une république d'acquisition, et à l'intérieur même de cette république d'acquisition, vous avez deux formes de souveraineté, de sorte qu'au total, vous avez les états d'institution, les états d'acquisition, et trois formes de souveraineté qui viennent en quelque sorte travailler ces formes-là. Bon, prenons les choses simplement. Premièrement, donc, les républiques d'institution, celles qui sont les plus connues, je passe rapidement. Dans les républiques d'institution, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans cet état de guerre, et pour faire cesser cet état de guerre, où encore une fois, ce n'est pas la guerre, mais la représentation et la menace de la guerre qui jouent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des hommes vont décider quoi? Non pas tellement de transférer à quelqu'un ou à plusieurs une partie de leurs droits ou de leur pouvoir. Ils ne décident même pas au fond de transmettre tous leurs droits. Ils décident d'accorder à quelqu'un, qui peut être aussi bien plusieurs, ça peut être aussi bien une assemblée. Ils décident donc d'accorder à ce quelqu'un le droit de les représenter totalement et intégralement. Ce n'est pas un rapport de cession ou de délégation de quelque chose appartenant aux individus, il s'agit d'une représentation des individus eux-mêmes. C'est-à-dire que le souverain ainsi constitué vaudra intégralement pour les individus, il n'aura pas simplement une part de leurs droits, il sera véritablement à leur place, avec la totalité de leur pouvoir, comme dit Hobbes, la souveraineté ainsi constituée assume la personnalité de tous. Et sous condition de ce déplacement, eh bien, les individus ainsi représentés seront présents dans leurs représentants, et ce que le représentant, c'est-à-dire le souverain, fera, eh bien, chacun d'eux se trouvera par là même le faire. Le souverain, c'est donc exactement, en tant qu'il est représentant des individus, modelé sur les individus même, c'est une individualité fabriquée, mais c'est une individualité réelle. Quand ce souverain est un monarque naturellement individuel, ça ne l'empêche pas d'être fabriqué comme souverain, et quand il s'agit d'une assemblée, il n'en est pas moins, bien qu'il s'agisse d'un groupe d'individus, il n'en s'agit pas moins d'une individualité. Bon, voilà pour les républiques d'institution. Vous voyez que dans ce mécanisme, il n'y a que le jeu de la volonté, du pacte et de la représentation. Et bien maintenant, regardons l'autre forme de constitution des républiques, ou en tout cas, l'autre chose qui peut arriver à une république et à un État. C'est le mécanisme de l'acquisition. En apparence, c'est tout autre chose, c'est même tout le contraire, et dans les cas de république d'acquisition, il semble bien qu'on ait affaire à une souveraineté qui serait fondée sur des rapports de force, à la fois réels, historiques et numériques. Pour comprendre ce mécanisme, il faut supposer non pas un état primitif de guerre, mais bel et bien une bataille. En effet, soit un état déjà constitué sur le modèle que je viens de dire, le mode de l'institution. Supposons maintenant que cet état soit attaqué par un autre, dans une guerre, avec des batailles réelles et des décisions armées. Eh bien, supposons qu'un des deux états, ainsi constitué, soit vaincu par l'autre. Son armée est vaincue, dispersée, sa souveraineté détruite, l'ennemi occupe la terre. On est donc là, enfin, dans ce qu'on cherchait depuis le début, c'est-à-dire une vraie guerre avec une vraie bataille, un vrai rapport de force. Il y a des vainqueurs et des vaincus, et les vaincus sont à la merci du vaincu, à leur disposition. Il faut maintenant regarder ce qui va se passer. Les vaincus sont à la disposition des vaincus. C'est-à-dire que ceux-ci peuvent tuer les vaincus. Mais s'ils les tuent, évidemment, il n'y a plus de problème. La souveraineté de l'État disparaît, tout simplement parce que les individus de cet État ont disparu.
Mais si les vainqueurs laissent la vie aux vaincus, alors qu'est-ce qui va se passer? Laissant la vie aux vaincus, ou plutôt les vaincus ayant le bénéfice provisoire de la vie, de deux choses l'une. Ou ils vont se révolter contre les vainqueurs, c'est-à-dire effectivement reprendre la guerre, essayer de retourner le rapport de force, et on se retrouve dans cette guerre réelle que la défaite venait provisoirement au moins de suspendre, ou bien ils risquent effectivement de mourir, ou bien ils ne reprennent pas la guerre, ils acceptent d'obéir, ils acceptent de travailler pour les autres, ils acceptent de céder la guerre aux vainqueurs, ils acceptent de leur payer des redevances. On est là dans un rapport qui est un rapport évidemment de domination, un rapport de domination fondé tout entier sur la guerre et la prolongation dans la paix des effets de la guerre. Domination, direz-vous, et pas souveraineté. Eh bien non, dit Hobbes. On est bien encore et toujours dans le rapport de souveraineté. Pourquoi? Eh bien parce que, dès lors que les vaincus ont préféré la vie et l'obéissance, ils ont par là même reconstitué une souveraineté. Ils ont fait de leurs vainqueurs leurs représentants. Ils ont restauré un souverain à la place de celui que la guerre avait abattu. Ce n'est donc pas la défaite qui fonde une société de domination, d'esclavage, de servitude d'une manière brutale et hors du droit, mais ce qui s'est passé dans cette défaite, c'est, après même la bataille, après la défaite, et d'une certaine manière indépendamment d'elle, quelque chose qui est la peur, la renonciation à la peur, la renonciation au risque de la vie, et c'est cela qui fait entrer dans l'ordre de la souveraineté et dans un régime juridique qui est celui du pouvoir absolu. La volonté de préférer sa vie à la mort, c'est cela qui va fonder la souveraineté, et une souveraineté qui est tout aussi juridique et légitime que celle qui a été constituée sur le mode de l'institution et de l'accord mutuel. D'une façon assez étrange, Hobbes ajoute à ces deux formes de souveraineté, celle de l'acquisition et celle de l'institution, il en ajoute une troisième, dont il dit qu'elle est très proche de celle de l'acquisition, c'est-à-dire de celle qui apparaît au soir de la guerre et après la défaite. Cet autre type de souveraineté, c'est celle, dit-il, qui lie un enfant à ses parents, ou très exactement à sa mère. Choisit-il un enfant qui naît. Ses parents, son père dans une société civile, sa mère à l'état de nature, eh bien, peuvent parfaitement le laisser mourir, ou même le faire purement et simplement mourir. Il ne peut pas vivre, il ne peut en aucun cas vivre sans ses parents et sans sa mère. Et pendant des années, spontanément, sans qu'il ait à formuler sa volonté autrement que par la manifestation de ses besoins, de ses cris, de sa peur, etc., pendant des années, l'enfant va obéir à ses parents, va obéir à sa mère, va faire exactement ce qu'elle lui dit de faire, parce que c'est d'elle et d'elle seulement que dépend sa vie. Elle va donc exercer sur lui sa souveraineté. Or, entre ce consentement de l'enfant à la souveraineté de sa mère pour conserver sa propre vie, consentement qui ne passe même pas par une volonté exprimée ou par un contrat, entre ce consentement et celui des vainqueurs, des vaincus au soir de la défaite, il n'y a pas de différence de nature. C'est qu'en fait, Hobbes veut montrer que ce qui est décidé dans la constitution de la souveraineté, ce n'est pas la qualité de la volonté, ce n'est même pas sa forme d'expression, ce n'est pas, si vous voulez, son niveau. Au fond, peu importe qu'on ait le couteau sous la gorge, peu importe qu'on puisse ou non formuler explicitement sa volonté, il faut et il suffit, pour qu'il y ait souveraineté, que soit effectivement présente une certaine volonté radicale qui fait qu'on veut vivre, même lorsqu'on ne le peut pas sans la volonté d'un autre.
La souveraineté se forme donc à partir d'une forme radicale de volonté, dont la forme importe peu. Cette volonté est liée à la peur, et la souveraineté ne se forme jamais par en haut, c'est-à-dire par une décision du plus fort, par une décision du vainqueur, ou par une décision des parents. La volonté se forme toujours par en dessous, par la volonté de ceux qui ont peur. De sorte que, malgré la coupure qui peut apparaître entre les deux grandes formes de république, celle d'institution née par accord mutuel, celle d'acquisition née de la bataille, eh bien, ce qui apparaît entre l'une et l'autre, c'est une identité profonde de mécanisme. Qu'il s'agisse d'un accord, qu'il s'agisse d'une bataille, qu'il s'agisse d'un rapport parent-enfant, de toute façon, on retrouve la même série, volonté, peur et souveraineté. Et peu importe que cette série soit déclenchée par un calcul implicite, par un rapport de violence, par un fait de nature, peu importe que ce soit la peur d'une diplomatie infinie, que ce soit la peur du couteau sous la gorge, que ce soit le cri de l'enfant, de toute façon, la souveraineté est fondée, et est fondée. Comme si, au fond, Hobbes, loin d'être le théoricien des rapports entre la guerre et le pouvoir politique, tout se passe comme si Hobbes avait voulu éliminer la guerre comme réalité historique, voulait l'éliminer de la genèse des souverainetés. Au fond, le discours de Hobbes, enfin, il y a dans le Léviathan tout un front du discours qui consiste à dire, mais peu importe qu'on se soit battu ou pas, peu importe que vous ayez été vaincu ou non, de toute façon, c'est le même mécanisme qui joue pour vous les vaincus que celui que l'on trouve à l'état de nature dans la constitution des États, ou qu'on retrouve encore tout naturellement dans le rapport le plus tendre et le plus naturel qui soit, c'est-à-dire celui entre les parents et les enfants. Hobbes rend la guerre, le fait de la guerre, rend le rapport de force effectivement manifesté dans la bataille, il le rend indifférent à la constitution de la souveraineté. La constitution de la souveraineté ignore la guerre. Et elle se fait de toute façon, qu'il y ait guerre ou pas, et elle se fait de la même façon, qu'il y ait eu guerre ou qu'il n'y ait pas eu. Au fond, le discours de Hobbes, c'est un certain non à la guerre, ce n'est pas elle véritablement qui engendre les États, ce n'est pas elle qui se trouve transcrite dans les rapports de souveraineté, ce n'est pas la guerre qui reconduit dans le pouvoir civil et dans ses inégalités des dissymétries antérieures d'un rapport de force, dissymétries qui auraient été manifestées dans le fait même de la bataille. Alors, problème, à qui, à quoi s'adresse cette élimination de la guerre, étant entendu que jamais dans les théories juridiques du pouvoir antérieurement formulées, jamais la guerre n'avait joué ce rôle que Hobbes lui refuse avec entêtement. À quel adversaire, au fond, est-ce que Hobbes s'adresse quand, encore une fois, dans toute une phrase, dans toute une ligne, dans tout un front de son discours, il répète obstinément, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance s'il y ait eu guerre ou pas, ce n'est pas de guerre qu'il est question dans la constitution des souverainetés. Eh bien, je crois que ce à quoi s'adresse le discours de Hobbes, ce n'est pas, si vous voulez, une théorie précise et déterminée, ce n'est pas quelque chose qui ferait comme son adversaire ou son partenaire polémique, ce n'est pas non plus quelque chose qui serait, comme si vous voulez, le nom dit, l'incontournable du discours de Hobbes, et que Hobbes essaierait malgré tout de contourner. En fait, il y avait, à l'époque où Hobbes écrivait, quelque chose qu'on pourrait appeler, non pas son adversaire polémique, mais son vis-à-vis stratégique, c'est-à-dire, moins un certain contenu de discours qu'il faudrait réfuter que un certain jeu discursif, une certaine stratégie théorique et politique que Hobbes précisément voulait éliminer et rendre impossible. Ce que Hobbes voulait donc non pas éliminer mais rendre impossible, ce qu'il voulait non pas réfuter mais éliminer ce vis-à-vis stratégique, c'est une certaine manière de faire fonctionner le savoir historique dans la lutte politique. Plus précisément, le vis-à-vis stratégique du Léviathan, c'est, je crois, l'utilisation politique dans les luttes contemporaines
d'un certain savoir historique concernant les guerres, les invasions, les pillages, les dépossessions, les confiscations, les rapines, les exactions et les effets de tout cela, de toutes ces conduites de guerre, de tous ces faits de bataille et de lutte réelle dans les lois et dans les institutions qui apparemment règlent le pouvoir. D'un autre, ce que Hobbes veut éliminer, c'est la conquête ou encore c'est l'utilisation dans le discours historique et dans la pratique politique de ce problème qui est celui de la conquête. L'invisible adversaire du Léviathan, c'est la conquête. Et cet énorme bonhomme artificiel, l'ogre étatique, l'énorme silhouette, vous savez, qui se profile sur la vignette qui ouvre le Léviathan et qui représente le roi avec l'épée dressée et l'orbe dans la main, cet énorme bonhomme artificiel qui a tellement fait frémir tous les bien-pensants du droit et de la philosophie, eh bien je dirais qu'au fond, il pensait bien. Il pensait bien, et c'est pourquoi finalement même les philosophes qui l'ont tellement blâmé l'aiment au fond. C'est pourquoi son cynisme a enchanté même les plus timorés, parce qu'au fond le discours de Hobbes, en ayant l'air de proclamer la guerre partout, dès le départ et encore à l'arrivée, eh bien Hobbes disait tout le contraire. Il disait guerre ou pas guerre, défaite ou non, conquête ou accord, c'est la même chose. Vous l'avez voulu, c'est vous les sujets qui avez constitué la souveraineté qui vous représente. Ne nous ennuyez donc plus avec vos ressassements historiques. Au bout de la conquête, si vous voulez vraiment qu'il y ait une conquête, eh bien vous trouverez encore le contrat, vous trouverez encore la volonté apeurée des sujets, et le problème de la conquête se trouve donc ainsi dissous en amont par cette notion de guerre de tous contre tous, et en aval par la volonté juridiquement valable même des vaincus apeurés le soir de la bataille. Donc, je crois que Hobbes peut bien paraître scandalisé. En fait, il rassure, il tient toujours le discours du contrat et de la souveraineté, c'est-à-dire qu'il tient toujours le discours de l'État. Bien sûr, on lui a fait reproche et on lui fera bruyamment reproche de trop donner à cet État, mais après tout, il vaut mieux pour la philosophie et le droit, il vaut mieux pour le discours philosophico-juridique trop donner à l'État que de ne pas lui donner assez, et tout en le blâmant d'avoir trop donné à l'État, eh bien, en sourdine, on lui est reconnaissant d'avoir conjuré un certain ennemi insidieux et barbare. L'ennemi, ou plutôt le discours ennemi auquel s'adresse Hobbes, c'est celui qu'on entendait dans les luttes civiles qui fissuraient l'État à ce moment-là en Angleterre. Ce discours, c'est ce discours à deux voix, où l'une disait « Nous sommes les conquérants et vous êtes les vaincus, nous sommes peut-être des étrangers, mais vous êtes les domestiques », à quoi l'autre voix répondait « Nous avons peut-être été conquis, mais nous ne le resterons pas, nous sommes chez nous et vous en sortirez ». Eh bien, c'est ce discours. C'est ce discours de la lutte et de la guerre civile permanente. C'est celui-là que Hobbes a conjuré en replaçant le contrat derrière toute guerre et toute conquête et en sauvant ainsi la théorie de l'État. D'où le fait, bien sûr, que la philosophie du droit a ensuite donné comme récompense à Hobbes le titre sénatorial de père de la philosophie politique. Lorsque le Capitole de l'État a été menacé, une loi a réveillé les philosophes idolâtres, c'est Hobbes. Bon. Eh bien, ce discours contre lequel Hobbes, plutôt cette pratique contre lequel Hobbes dressait tout un mur du Léviathan, toute une face du Léviathan, eh bien, ce discours, il me semble bien que c'est en Angleterre qu'il est apparu, et qu'il est apparu sinon tout à fait pour la première fois, du moins c'est en Angleterre qu'il est apparu avec ses dimensions essentielles et sa virulence politique. Et sans doute par l'effet de la conjonction entre deux choses. Premièrement, bien sûr, la précocité de la lutte politique de la bourgeoisie
contre la monarchie absolue d'une part et l'aristocratie de l'autre. Et puis, donc, l'autre phénomène qui est venu se joindre à celui-là, c'est la conscience, qui était très vivante depuis des siècles, et jusque dans les couches populaires larges, la conscience du fait historique du vieux clivage de la conquête. Cette présence de la conquête normande, celle de Guillaume, celle de 1066, celle de Hastings, cette présence de la conquête, elle s'était manifestée de bien des façons dans à la fois l'institution et, si vous voulez, l'expérience historique des sujets politiques en Angleterre. Se manifestait d'abord, si vous voulez, très explicitement dans les rituels de pouvoir, puisque jusqu'à Henri VII, c'est-à-dire le début du XVIe siècle, jusqu'à Henri VII, les actes royaux précisaient bien que le roi d'Angleterre exerçait sa souveraineté en vertu du droit de conquête. Il se donnait comme successeur au droit de conquête des Normands. La formule a disparu donc avec un vide. Cette présence de la conquête, elle se manifestait aussi dans la pratique du droit dont les actes et les procédures se déroulaient, vous le savez, en langue française, et dans laquelle aussi les conflits entre juridictions intérieures et tribunaux royaux étaient absolument constants. Formulé d'en haut et en langue étrangère, le droit était en Angleterre un stigmate de la présence étrangère. C'était la marque d'une autre nation. Dans cette pratique du droit, dans ce droit formulé dans une autre langue, venait, si vous voulez, se joindre, d'une part, ce que j'appellerais la souffrance linguistique de ceux qui ne peuvent se défendre juridiquement dans leur propre langue, et une certaine figure étrangère de la loi. Dans cette double mesure, eh bien, la pratique du droit était inaccessible. D'où cette revendication qu'on trouve très tôt dans le Moyen-Âge anglais. Nous voulons un droit qui est à nous, nous voulons un droit qui se formule dans notre langue, nous voulons un droit qui soit unifié par en bas à partir de cette loi commune qui s'oppose aux statuts royaux. Cette présence de la conquête, elle se manifestait aussi, je prends les choses un peu au hasard, elle se manifestait aussi dans la présence, la superposition, l'affrontement, si vous voulez, de deux ensembles légendaires hétérogènes. D'une part, l'ensemble des récits saxons, qui étaient au fond récits populaires, croyances mythiques, comme la croyance au retour du roi Harold, culte des rois saints comme celle du roi Édouard, récits populaires du type de Robin des Bois. C'est dans cette mythologie, vous le savez, que Walter Scott, un des grands inspirateurs de Marx, puisera Ivanhoe et un certain nombre de romans qui ont été historiquement capitaux dans la conscience historique du XIXe siècle. En face de cet ensemble mythologique et populaire, on trouve au contraire un ensemble, si vous voulez, de légendes aristocratiques et quasi monarchiques. C'est celle qui se développe à la cour des rois normands et qui est réactivée encore au moment du développement de l'absolutisme royal chez les Tudors du XVIe siècle. Il s'agit essentiellement de la légende du cycle arthurien. Bien sûr, ce n'est pas exactement une légende normande, mais c'est une légende non saxonne. C'est la réactivation de vieilles légendes celtiques qui ont été retrouvés par les Normands au-dessous même de la couche saxonne de population. Et cette légende celtique s'est trouvée tout naturellement réactivée par les Normands et au profit des Normands, de l'aristocratie et de la monarchie normande, à cause des relations multiples qu'il y avait entre les Normands dans leur pays d'origine et la Bretagne et les Bretons. Donc deux ensembles mythologiques forts autour duquel l'Angleterre rêvait son passé et son histoire, sur deux modes absolument différents. Mais plus encore que tout ça, bien sûr, ce qui marquait la présence et les effets de la conquête en Angleterre, bien c'était toute une mémoire historique des révoltes qui avaient chacune des effets politiques bien précis, dont certaines
avaient d'ailleurs un caractère racial sans doute assez marqué, comme les premières d'entre elles, celle de Monmouth par exemple, et dont les autres avaient donné lieu, comme celle qui a, au terme de laquelle la Grande Charte a été accordée, donné lieu à la fois à la limitation du pouvoir royal et à des mesures précises d'expulsion des étrangers. En l'occurrence, moins des Normands que des Poitevins, Angevins, etc. Mais c'était bien les droits du peuple anglais qui trouvaient bien liés à la nécessité d'expulser des étrangers. Bon, il y avait donc, si vous voulez, toute une série d'éléments qui permettaient de coder les grandes oppositions sociales dans les formes historiques de la conquête et de la domination d'une race sur une autre. Ce codage, ou les éléments en tout cas qui permettaient ce codage, étaient anciens. On trouve déjà au Moyen-Âge dans des chroniques des phrases comme celle-ci: des Normands descendent les hauts personnages de ce pays, les hommes de basse condition sont fils des Saxons. C'est-à-dire que les conflits politiques, conflits économiques, conflits juridiques, étaient, à cause de ces éléments que je viens d'énumérer, très facilement articulés, codés, transformés en un discours qui était celui de l'opposition des races. Et au fond, c'est d'une manière assez logique que, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, lorsque de nouvelles formes politiques de lutte sont apparues entre la bourgeoisie et puis l'aristocratie et la monarchie de l'autre, c'est encore dans ce vocabulaire de la lutte raciale que se sont exprimés. Le codage, cette espèce de codage, ou du moins les éléments qui étaient prêts pour le codage, ont joué tout naturellement. Si je dis codage, c'est parce que la théorie des races n'a pas fonctionné comme une théorie ou comme une thèse particulière d'un groupe contre un autre. En fait, il s'est agi dans ce clivage des races et dans leur système d'opposition, il s'est agi d'une espèce d'instrument à la fois discursif et politique, d'instruments qui permettaient aux uns et aux autres de formuler leur propre thèse. La discussion juridico-politique des droits du souverain et des droits du peuple, elle s'est faite en Angleterre au XVIIe siècle à partir de cette espèce de vocabulaire que donnait l'événement de la conquête, le rapport de domination d'une race sur une autre et la révolte ou la menace permanente de la révolte des vaincus contre les vainqueurs. Et alors, vous allez trouver la théorie des races ou le thème des races aussi bien dans les positions d'absolutisme royal que dans la position des parlementaires ou parlementaristes que dans la position plus extrême des niveleurs ou des digueurs. Le primat de la conquête et de la domination, vous le trouvez effectivement formulé dans ce que j'appellerais d'un mot le discours du roi. Quand Jacques Ier déclarait à la Chambre étoilée que les rois siègent sur le trône de Dieu, en fait, bien sûr, il se référait à la théorie théologico-politique du droit divin. Mais pour lui, cette élection divine qui faisait qu'effectivement il était le propriétaire de l'Angleterre, eh bien, cette élection divine avait un signe et une caution historique dans la victoire normande. Et lorsqu'il n'était encore que roi d'Écosse, Jacques Ier disait: les Normands ayant pris possession de l'Angleterre, les lois du royaume sont établies par eux, ce qui avait deux conséquences. Premièrement, que l'Angleterre avait donc été prise en possession. Toutes les terres d'Angleterre appartiennent aux Normands et au chef des Normands, c'est-à-dire le roi. C'est en tant que chef des Normands que le roi se trouve effectivement en possession propriétaire de la terre anglaise. Et deuxièmement, le droit n'a pas à être le droit commun aux différentes populations sur lesquelles s'exerce la souveraineté. Le droit, c'est la marque même de la souveraineté normande. Le droit a été établi par les Normands et bien entendu pour eux. Et par une habileté qui devait évidemment gêner passablement les adversaires, le roi, ou du moins les tenants du discours du roi, faisait valoir une très étrange et très importante analogie, et qui était celle-ci.
c'est Blackwood, je crois, qui l'a formulé pour la première fois en 1581 dans un texte qui s'appelle Apologia pro Recipius. Et il dit ceci qui est très curieux. Il dit au fond, il faut comprendre la situation de l'Angleterre à l'époque de l'invasion normande, comme on comprend maintenant la situation de l'Amérique devant les puissances qu'on n'appelait pas encore coloniales. Les Normands ont été en Angleterre ce que les gens d'Europe sont actuellement en Amérique. Et Blackwood faisait un parallèle entre Guillaume le Conquérant et Charles Quint. Il disait à propos de Charles Quint, il a soumis par la force une partie des îles occidentales, il a laissé aux vaincus leurs biens, non pas en nue propriété, mais simplement en usufruit et moyennant une prestation. Eh bien, ce que Charles Quint a fait en Amérique, et que nous trouvons parfaitement légitime puisque nous faisons la même chose, eh bien, ce que Charles Quint a fait en Amérique, ne nous y trompons pas, les Normands l'ont fait en Angleterre. Les Normands sont en Angleterre du même droit que nous en Amérique, c'est-à-dire du droit qui est celui de la colonisation. Et on a, je crois, en cette fin du XVIe siècle, sinon pour la première fois, du moins une première fois, une espèce d'effet de retour sur les structures juridico-politiques de l'Occident, l'effet de retour de la pratique coloniale. Il ne faut jamais oublier que la colonisation, avec ses techniques, avec ses armes politiques et juridiques, bien sûr a transporté des modèles européens sur d'autres continents, mais qu'elle a eu, cette même colonisation, des nombreux effets de retour sur les mécanismes de pouvoir en Occident, sur les appareils, institutions et techniques de pouvoir. Il y a eu toute une série de modèles coloniaux qui ont été rapportés en Occident et qui a fait que l'Occident a pu pratiquer ainsi sur lui-même quelque chose comme une colonisation, un colonialisme interne. Bon, voilà, si vous voulez, comment le thème de l'opposition des races fonctionnait dans le discours du roi. C'est ce même thème de la conquête et de la conquête normande qui a articulé la réplique même que les parlementaires opposaient à ce discours du roi. La manière dont les parlementaires réfutaient les prétentions d'absolutisme royal, eh bien, s'articulait elle aussi sur ce dualisme des races et sur le fait de la conquête. Et d'une manière paradoxale, l'analyse des parlementaires ou des parlementaristes, cette analyse commençait par une sorte de dénégation de la conquête, ou plutôt d'enveloppement de la conquête, dans un éloge de Guillaume le Conquérant et de sa légitimité. Voilà comment ils menaient leur analyse. Ils disaient, il ne faut pas s'y tromper. Et en ceci, vous voyez combien on est proche de Hobbes. Il disait, il ne faut pas s'y tromper, Hastings, la bataille, la guerre elle-même, ça n'a pas été ça l'important. Au fond, Guillaume était bien le roi légitime. Il était bien le roi légitime, tout simplement parce que, et alors là, on exhumait un certain nombre de faits historiques, vrais ou faux. Harold avait prêté, avant même la mort d'Édouard, serment qu'il ne deviendrait pas roi d'Angleterre, mais céderait le trône ou accepterait que Guillaume monte sur le trône d'Angleterre. Édouard le Confesseur avait bel et bien désigné Guillaume comme son successeur, et de toute façon, il n'y aurait pas eu ça, que Harold étant mort dans la bataille d'Hastings, eh bien, il n'y avait plus de successeur légitime, si on admet la légitimité d'Harold, et par conséquent, la couronne devait tout naturellement revenir à Guillaume, de sorte que Guillaume ne s'est pas trouvé être le conquérant de l'Angleterre, il s'est trouvé hérité de droits, des droits non d'une conquête, mais du royaume d'Angleterre tel qu'il existait. Il s'est trouvé héritier d'un royaume qui était lié par un certain nombre de lois. Il s'est trouvé héritier d'une souveraineté qui était limitée par les lois même du régime saxon. Ce qui fait que ce qui légitime la monarchie de Guillaume dans cette analyse, c'est également ce qui limite son pouvoir. Et d'ailleurs, ajoutent les parlementaristes, s'il s'était agi d'une conquête, si vraiment
la bataille d'Hastings avait entraîné un rapport de pure domination entre les Normands et des Normands aux Saxons. Eh bien, la conquête n'aurait pas pu tenir. Parce que, comment voulez-vous, disent-ils, que quelques dizaines de milliers de malheureux Normands perdus sur la terre d'Angleterre, comment est-ce qu'ils auraient pu s'y maintenir et assurer effectivement un pouvoir permanent? On les aurait de toute façon assassinés dans leur lit le soir de la bataille. Or, il n'y a pas eu de grande révolte, au moins dans un premier temps, ce qui prouve bien qu'au fond, les vaincus ne se considéraient pas tellement comme vaincus et occupés par des vainqueurs, mais ils reconnaissaient effectivement dans les Normands des gens qui pouvaient exercer le pouvoir. Ils validaient donc par cette acceptation, par ce non-massacre des Normands, cette non-révolte, ils validaient ainsi la monarchie de Guillaume. Et Guillaume d'ailleurs avait prêté serment, il avait été couronné par l'archevêque d'York, on lui avait donné la couronne, il s'était engagé au cours de cette cérémonie à respecter des lois dont les chroniqueurs disent que c'était des lois bonnes, antiques et acceptées, approuvées, donc il s'était lié à ce système de la monarchie saxonne qui l'avait précédé, et dans un texte qui s'appelle Argumentum Antinormanium, la discussion anti-normande, qui est représentative de ces thèses, on voit une vignette qui est jusqu'à un certain point, non pas la réplique, mais à laquelle la vignette du Léviathan est peut-être la réplique, et en tout cas on peut mettre en parallèle ces deux vignettes, et on y voit, elle est disposée de la manière suivante, en bandeau, on voit une bataille, deux troupes armées, c'est évidemment les Normands et les Anglais, c'est Hastings, et les Saxons, c'est Hastings. Au milieu des deux troupes, il y a un cadavre, c'est le cadavre du roi Harold, donc la monarchie légitime des Saxons a effectivement disparu, et en dessous, on voit une scène, plus grand format, qui représente Guillaume en train d'être couronné. Mais ce couronnement, il est mis en scène de la façon suivante. Il y a une statue qui est appelée Britannia, qui tend à Guillaume un papier sur lequel il y a loi d'Angleterre. Et le roi Guillaume, d'une part, reçoit sa couronne d'un archevêque qui est celui d'York, pendant qu'un autre ecclésiastique lui tend un papier sur lequel il y a serment du roi. De sorte que, par là, on représente bien que Guillaume n'est pas effectivement le conquérant qu'il prétendait être, mais qu'il est l'héritier légitime, un héritier légitime dont la souveraineté se trouve limitée par les lois d'Angleterre, la reconnaissance de l'Église et le serment qu'il a prêté. Winston Churchill, mais celui du XVIIe siècle, écrivait en 1775, au fond, Guillaume n'a pas conquis l'Angleterre, ce sont les Anglais qui ont conquis Guillaume. Et c'est simplement après ce transfert parfaitement légitime du pouvoir saxon au roi normand, c'est après ce moment-là, disent les parlementaristes, qu'a commencé véritablement la conquête. C'est-à-dire tout un jeu de dépossession, d'exaction, d'abus de droit. La conquête, ça a été ce long détournement qui a suivi l'installation des Normands et qui a organisé en Angleterre ce qu'on appelle justement à ce moment-là le normanisme ou le joug normand, c'est-à-dire un régime politique systématiquement dissymétrique, systématiquement favorable à l'aristocratie et à la monarchie normande. Et c'est contre ce normanisme, et non pas contre Guillaume, qu'ont eu lieu les premières et toutes les révoltes du Moyen-Âge. C'est contre ce normanisme postérieur, abus branchés sur la monarchie normande, c'est contre ces abus qu'ont été imposés les droits du Parlement, véritable héritier de la tradition saxonne. C'est contre ce normanisme postérieur à Hastings et à l'avènement de Guillaume, c'est contre lui qu'ont lutté les tribunaux inférieurs lorsqu'ils voulaient absolument imposer la loi commune contre les statuts royaux. C'est contre lui aussi que la lutte actuelle, celle du XVIIe siècle, est en train de se dérouler. Or, qu'est-ce que c'est que ce droit saxon, dont on voit donc qu'il a été accepté de fait et de droit par Guillaume?
dont on voit aussi que les Normands ont voulu l'étouffer ou le détourner dans les années qui ont suivi la conquête, et que l'on a essayé, avec la Grande Charte, avec l'institution du Parlement, avec la Révolution du XVIIe siècle, de rétablir. Qu'est-ce que c'est que ce vieux droit? Eh bien, c'est une certaine loi saxonne, et là a joué d'une façon importante l'influence d'un juriste qui s'appelait Coke, et qui prétendait avoir découvert, enfin qui avait effectivement découvert un manuscrit du XIIIe siècle, mais dont il prétendait que c'était la formulation des vieilles lois saxonnes, alors qu'en réalité, sous ce titre de miroir de justice, il s'agissait d'un exposé d'un certain nombre de pratiques de jurisprudence de droit privé et public du Moyen-Âge. Bon, enfin, il a fait fonctionner ça comme l'exposé des droits saxons. Or, ces droits saxons, comment est-ce qu'on les représentait? On les représentait à la fois comme la loi originaire et historiquement authentique, d'où l'importance de ce fameux manuscrit, la loi historiquement authentique du peuple saxon, qui élisait ses chefs, qui avait ses propres juges, qui ne reconnaissait au fond le pouvoir du roi qu'en temps de guerre comme chef de guerre, et pas du tout comme exerçant une souveraineté absolue et incontrôlée sur le corps social. Il s'agissait donc d'une figure historique qu'on essayait par les recherches sur les antiquités du droit de fixer sous une forme historiquement précise, mais en même temps, ce droit saxon apparaissait et était caractérisé comme l'expression même de la raison humaine à l'état naturel, et des juristes comme Selden, par exemple, faisaient remarquer que c'était tout de même un droit merveilleux et bien proche de la raison humaine, puisqu'il était, dans l'ordre civil, presque semblable à celui d'Athènes, dans l'ordre militaire, à peu près semblable à celui de Sparte. Quant au contenu des lois religieuses et morales, l'État saxon aurait été tout proche des lois de Moïse. Athènes, Sparte, Moïse, les Saxons, c'était bien entendu l'État parfait. Les Saxons devinrent, c'est dans un texte de 549 qu'on dit ceci, les Saxons devinrent un peu comme les Juifs, distincts de tout autre peuple. Les lois étaient honorables pour les lois, leur gouvernement était comme le royaume de Dieu, dont le joug est aisé et le fardeau léger. De sorte que vous le voyez, l'historicisme qu'on opposait à l'absolutisme des Stuarts basculait dans une utopie fondatrice où se mêlait à la fois la théorie des droits naturels, un modèle historique valorisé et le rêve d'une sorte de royaume de Dieu. Et c'est cette utopie des droits saxons, supposée reconnue par la monarchie normande, qui devait devenir le socle juridique de la République nouvelle que les parlementaires voulaient établir. Bon, eh bien, cette même analyse de la conquête, enfin cette même analyse, ce même fait de la conquête, vous allez le retrouver une troisième fois, vous allez le retrouver une troisième fois, mais cette fois dans la position radicale des ceux qui ont été les plus opposés, non seulement à la monarchie, mais même au parlementarisme, c'est-à-dire dans le discours plus petit bourgeois, plus populaire, si vous voulez, des niveleurs, des digueurs, etc. Et où cette fois, l'historicisme ne va qu'en extrême limite basculer dans cette espèce d'utopie des droits naturels dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, là je m'aperçois que l'heure est passée. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête, si vous avez des choses à faire, ou qu'on continue encore 10 minutes? Vous continuez? Ça ne vous gêne pas facilement. Bon. Ça me permettra de liquider cette chose anglaise. Bon, alors chez les niveleurs, on va retrouver au fond, en quelque sorte au pied de la lettre, la thèse même de l'absolutisme royal. Les niveleurs vont dire, eh bien effectivement, la monarchie a raison quand elle dit qu'il y a eu une invasion, il y a eu une défaite, il y a eu une conquête, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu conquête, et c'est de cela qu'il faut partir. Mais la monarchie absolue se sert du fait de la conquête pour y voir le fondement légitime de ses droits. Nous, au contraire, puisque nous voyons conquête
puisqu'effectivement, il y a eu défaite des Saxons devant les Normands, eh bien, il faut considérer que cette défaite et cette conquête sont non pas du tout le point de départ du droit et du droit absolu, mais le point de départ d'un état de non-droit qui frappe d'invalidité toutes les lois et toutes les différences sociales qui marquent l'aristocratie, le régime de la propriété, etc. Toutes les lois telles qu'elles fonctionnent en Angleterre doivent être considérées, c'est un texte de John Ward qui dit ça, sur la corruption et la déficience des lois anglaises, doivent être considérées comme des tricks, comme des trucs, des pièges, des méchancetés. Les lois sont des pièges, ce ne sont pas du tout des limites de pouvoir, mais ce sont des instruments de pouvoir, non pas des moyens de faire régner la justice, mais des moyens de faire servir les intérêts. Par conséquent, l'objectif premier de la Révolution, ça doit être la suppression de toutes les lois dans la mesure où, de manière directe et indirecte, elles assurent le Norman yoke, le joug normand, de toutes les lois par conséquent post-normandes. Les lois, disait Lilburne, sont faites par nos concurrents. Suppression par conséquent de l'appareil légal entier. Deuxièmement, suppression également de toutes les différences qui opposent l'aristocratie au reste du peuple. Non seulement l'aristocratie, mais l'aristocratie et le roi. Le roi comme étant l'un des aristocrates, car les nobles et le roi n'ont pas avec le peuple un rapport de protection, mais un simple et constant rapport de rapine et de vol. Ce n'est pas la protection royale qui s'étend sur le peuple, c'est l'exaction nobiliaire dont le roi bénéficie et que le roi garantit. Guillaume et ses successeurs, disait Lilburne, Guillaume et ses successeurs ont fait de leurs compagnons de brigandage, de pillage et de vol des ducs, des barons et des lords. Par conséquent, le régime de la propriété, c'est encore actuellement le régime guerrier de l'occupation, de la confiscation et du pillage. Tous les rapports de propriété, comme tout l'ensemble du système légal, doit être reconsidéré, repris à la base. Les rapports de propriété sont entièrement invalidés par le fait de la conquête. Troisièmement, le fait que le gouvernement, les lois, le statut de la propriété ne sont au fond que la continuation de la guerre, de l'invasion et de la défaite, eh bien tout cela, on en a, disent les Diggers, la preuve dans le fait que le peuple a toujours effectivement compris comme effet de la conquête ce gouvernement, ses lois et ses rapports de propriété. Le peuple a en quelque sorte dénoncé sans cesse le caractère de pillage de la propriété, d'exaction des lois et de domination du gouvernement. Il l'a montré tout simplement parce qu'il n'a pas cessé de se révolter. Et la révolte, ce n'est pas autre chose pour les Diggers que cette autre face de la guerre, dont la face permanente, eh bien, c'est la loi, c'est le pouvoir et c'est le gouvernement. Loi, pouvoir et gouvernement, c'est la guerre des uns contre les autres. La révolte, ça ne va donc pas être la rupture d'un système pacifique de loi pour une cause quelconque. La révolte, ça va être l'envers d'une guerre que le gouvernement ne cesse de mener. Le gouvernement, c'est la guerre des uns contre les autres. La révolte, ça va être la guerre des autres contre les uns. Bien sûr, les révoltes jusqu'à présent n'ont pas abouti. Mais elles n'ont pas abouti pourquoi? Non seulement parce que les Normands ont gagné, mais aussi parce que les gens riches, ont bénéficié, qui bénéficiaient par conséquent du système normand, ont apporté par trahison leur aide à ce normanisme. Il y a eu trahison des riches, il y a eu trahison de l'Église, et même ces éléments
que les parlementaires faisaient valoir comme étant une limitation au droit normand, même la Grande Charte, même le Parlement, même la pratique des tribunaux, tout cela, au fond, c'est encore et toujours le système normand et ses exactions qui jouent, simplement avec l'aide d'une partie de la population, la plus favorisée et la plus riche, qui a trahi la cause saxonne et qui est passée du côté des Normands. En fait, tout ce qui est apparente concession n'ont été que trahison et ruse de guerre. Par conséquent, loin de dire avec les parlementaires, il faut continuer les lois et empêcher que l'absolutisme royal prévale contre elles, les niveleurs et les digueurs vont dire, il faut se libérer des lois, et il faut se libérer des lois par une guerre qui répondra à la guerre, il faut mener la guerre civile jusqu'au bout contre le pouvoir normand. Et c'est à partir de là que le discours des niveleurs, si vous voulez, va éclater dans plusieurs directions qui sont restées pour la plupart peu élaborées. L'une, si vous voulez, a été une direction proprement théologico-raciale, c'est-à-dire un peu à la manière des parlementaristes, retour aux lois saxonnes qui sont les nôtres et qui sont justes parce que ce sont aussi les lois de nature, et puis une autre forme de discours qu'on voit apparaître, qui reste un petit peu en suspens, et qui dit ceci: le régime normand est un régime de pillage et d'exaction, c'est la sanction d'une guerre. Sous ce régime, que trouve-t-on? On trouve historiquement les lois saxonnes, mais est-ce qu'on ne pourrait pas également faire la même analyse sur les lois saxonnes? Est-ce que les lois saxonnes n'étaient pas, elles aussi, la sanction d'une guerre, une forme de pillage et d'exaction? Est-ce que finalement le régime normand n'était pas un régime, le régime saxon n'était pas un régime de domination tout comme le normand? Est-ce qu'il ne faut pas par conséquent remonter plus loin encore? Et est-ce qu'il ne faut pas dire, ça c'est une expression que l'on trouve dans certains textes des Diggers, qu'au fond, la domination commence avec toute forme de pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme historique de pouvoir, quelle qu'elle soit, qu'on ne puisse analyser en termes de domination des uns sur les autres. Bien sûr, cette formulation reste en suspens, on la trouve comme ça, si vous voulez, à titre de phrase ultime. Elles n'ont jamais donné effectivement lieu ni à une analyse historique, ni à une pratique politique cohérente. Il n'en reste pas moins que vous voyez là se formuler pour la première fois l'idée que toute loi, quelle qu'elle soit, toute forme de souveraineté, quelle qu'elle soit, tout type de pouvoir, quel qu'il soit, doit s'analyser non pas dans les termes du droit naturel et de la constitution de la souveraineté, mais comme le mouvement indéfini et indéfiniment historique des rapports de domination des uns sur les autres. Bon, et bien sur cette, si vous voulez, ce discours anglais autour de la guerre des races, si j'ai insisté, c'est pour une raison. C'est que je crois qu'on y voit fonctionner pour la première fois, à la fois sur le mode politique et sur le mode historique, à la fois, si vous voulez, comme programme d'action politique et comme recherche de savoir historique, on voit fonctionner pour la première fois le schéma binaire, enfin un certain schéma binaire. Sans doute, il existait déjà ces schémas binaires, essentiellement le schéma d'opposition entre les riches et les pauvres, et ce schéma scandait la perception de la société au Moyen-Âge, comme dans les cités grecques. Bon, mais c'était la première fois qu'un schéma binaire n'était pas simplement une manière d'articuler une plainte, une revendication, ou de constater un danger. C'était la première fois que ce schéma binaire qui scandait la société pouvait s'articuler d'abord sur des faits de nationalité, langue, pays d'origine, habitudes ancestrales, épaisseur d'un passé commun, existence d'un droit archaïque, redécouverte de vieilles lois. Donc, un schéma binaire qui s'articulait donc sur des faits de nationalité, un schéma binaire d'autre part qui permettait de déchiffrer en long, sur toute leur longueur,
tout un ensemble, toute une longueur historique, tout un ensemble d'institutions avec les révolutions qui permettaient d'analyser les institutions actuelles en termes d'affrontement et de guerre, à la fois savamment, hypocritement, mais violemment menés entre deux races, et enfin, quatrièmement, un schéma binaire qui fondait la révolte, non pas simplement sur le fait que la situation des plus malheureux était devenue intolérable, qu'il fallait bien qu'ils se révoltent puisqu'ils ne pouvaient pas se faire entendre, qui était, si vous voulez, le discours des révoltes du Moyen-Âge. Là, maintenant, on a une révolte qui va se formuler comme une sorte de droit absolu. On a droit à la révolte, non pas parce qu'on n'a pas pu se faire entendre et qu'il faut bien rompre l'ordre si l'on veut rétablir une justice plus juste. La révolte, maintenant, elle se justifie comme une sorte de nécessité de l'histoire. Elle répond, la révolte, à un certain ordre social qui est celui de la guerre et à laquelle elle mettra fin comme une péripétie dernière. Par conséquent, la nécessité logique et historique de la révolte vient s'inscrire à l'intérieur de toute une analyse historique qui met au jour la guerre comme trait permanent des rapports sociaux, comme trame et secret des institutions et des systèmes de pouvoir. Eh bien, je crois que c'était ça, le grand adversaire de Hobbes. Ce contre quoi il a disposé tout un front du Léviathan, c'est cet adversaire-là, c'est l'adversaire de tout discours philosophico-juridique qui fonde la souveraineté de l'État. Ce contre quoi Hobbes dirigeait donc son analyse de la naissance de la souveraineté. La raison pour laquelle il a voulu si fort éliminer la guerre, c'était d'une façon précise, ponctuelle, si vous voulez, éliminer ce terrible problème de la conquête anglaise, catégorie historique douloureuse, catégorie juridique difficile. Il fallait éviter ce problème de la conquête autour duquel s'étaient dispersés finalement tous les discours et tous les programmes politiques de la première moitié du XVIIe siècle. C'était éliminer cela qu'il fallait, et d'une façon plus générale, à plus longue échéance, si vous voulez, ce qu'il fallait éliminer, c'est ce que j'appellerais l'historicisme politique, c'est-à-dire cette espèce de discours que l'on voit se profiler à travers ces discussions dont je vous ai parlé et qui se formule finalement dans certaines des phrases les plus radicales, cet historicisme politique qui consiste à dire, dès qu'on a affaire à des rapports de pouvoir, on n'est pas dans le droit et on n'est pas dans la souveraineté, on est dans la domination, on est dans ce rapport historiquement indéfini, indéfiniment épais et multiple, des dominations. On ne sort pas de la domination, donc on ne sort pas de l'histoire. Et le discours philosophico-juridique de Hobbes a été une manière de bloquer cet historicisme politique, qui était donc le discours effectivement actif, le savoir effectivement actif dans les luttes politiques du XVIIe siècle. Il s'agissait de le bloquer, exactement comme au XIXe siècle. Eh bien, le matérialisme dialectique bloquera lui aussi le discours de l'historicisme politique. L'historicisme politique a rencontré deux obstacles. Au XVIIe siècle, l'obstacle du discours philosophico-juridique qui a essayé de disqualifier. Au XIXe, ce sera le matérialisme dialectique. L'opération de Hobbes, ça a consisté à mettre en batterie toutes les possibilités, même les plus extrêmes, du discours philosophico-juridique pour faire taire ce discours de l'historicisme politique. Eh bien, c'est de ce discours de l'historicisme politique que je voudrais faire à la fois l'histoire et l'éloge. Voilà, je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais trop long. Comme ça, vous n'aurez pas pris les horaires sur le matériel. C'était le problème des cassettes, c'est que dès que ça dépasse une heure... Ah bah non, vous faites 90 minutes. Non, donc...